Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. J'ai déjà entendu un grand nombre de bêtises sur cette journée. La première étant que c'est la journée de la femme. C'est une erreur que de penser qu'en ce jour, on est célébré juste parce qu'on est des femmes. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on dit ça, on perd toute la notion de travail. Alors que cette notion, elle est pourtant centrale parce que c'est ce qui donne du sens à la journée qu'est le 8 mars. On ne fête pas la nature de la femme. On se remémore le travail accompli par des milliers d'entre nous pour acquérir des droits essentiels que les hommes nous ont refusés et continuent de nous refuser en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, etc. Cette journée de commémoration, elle est née d'un long processus de luttes ouvrières et féministes qui se sont étalées sur plus de 70 ans. Alors laissez-moi vous expliquer un peu tout ça. En colère, en colère, en colère, en colère. Au début du XXe siècle, le monde occidental est marqué par la révolution industrielle et la montée des mouvements socialistes. Au niveau économique, les femmes, elles entrent massivement dans les usines, notamment textiles, mais elles travaillent dans des conditions qui sont déplorables, avec des salaires qui sont bien inférieurs à ceux des hommes, et elles n'ont presque aucune protection sociale. Au niveau politique, on a des femmes qui sont exclues de la vie citoyenne presque partout dans le monde. Leur revendication centrale, c'est le suffrage universel. Et du coup, c'est à ce moment-là que naît un mouvement de militantes, à l'époque considérées comme des terroristes, les suffragettes. Oui, parce que défendre nos droits, c'est faire du terrorisme. Que ce soit dans le passé ou actuellement, il faut s'en souvenir, les gens qui sont contre l'évolution vont toujours partir du principe que des femmes qui défendent leurs droits sont des terroristes. Regardez maintenant ce qui se passe, la diabolisation de la gauche et des féministes. Voilà, ouh, les méchantes féministes, là 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 là. Mais on sait qu'en tout cas, si on a cette réaction, c'est qu'on est exactement là où on doit être. Les hommes actuels et les femmes fascistes ont tendance à glorifier le passé, à dire « Oh mais les suffragettes, elles c'était des vraies féministes, elles étaient belles et gentilles et sympas, elles au moins, elles sont respectables. » Alors qu'en fait, à l'époque, elles étaient considérées comme des grosses terroristes du cul. Et vous maintenant vous êtes des méchantes féministes. En fait, désolé, mais on est les descendants des suffragettes. En fait, on est les suffragettes 2.0. Voilà. Donc, nous sommes les mêmes personnes. Arrêtez au bout d'un moment. Mais donc, comment le 8 mars a vu le jour ? Il y a eu 3 phases majeures. La première phase, d'abord, c'est le combat des ouvrières et des socialistes de 1909 à 1910. En fait, au début du XXe siècle, le mouvement des femmes, il est scindé en deux. D'un côté, on a les femmes dites bourgeoises qui veulent surtout le droit de vote, et de l'autre côté, on a les femmes socialistes qui veulent le vote et des meilleures conditions de travail. J'en ai parlé dans un épisode où je parle de la lutte ouvrière, parce que justement, cette opposition entre les femmes et cette opposition dans le féminisme, elle est extrêmement intéressante et elle a duré longtemps, cette opposition entre un féminisme ouvrier et un féminisme bourgeois. Bref, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. J'en reviens à mes moutons. En 1908, les ouvrières du textile à New York font une grève massive. En fait, ces femmes-là, elles sont souvent immigrées, car on rappelle quand même que la population de New York, elle est née de l'immigration. C'était littéralement leur argument de vente. Venez, hommes et femmes étrangers, quittez vos pays pour venir ici à New York. Ici, c'est le rêve américain. Ici, tout est possible. Donc on a eu une vague d'immigrés qui ont débarqué dans le pays et qui ont surtout débarqué à New York avec des espoirs et des rêves plein les yeux. Et en fait, ils se sont pris la dure réalité en pleine gueule. Parce que tout ça, c'était du pipeau. Parce que les conditions de vie à New York au début du XXe siècle, elles sont terriblement difficiles. Il y a un haut taux de criminalité, la population, elle n'est pas protégée, elle n'est pas appréciée. Les immigrés, ils sont vraiment traités comme de la merde. La population n'est pas non plus payée comme elle le devrait. Donc les femmes travaillaient à l'époque plus de 12 heures par jour dans des conditions qui étaient vraiment insalubres pour des salaires de merde, disons-le franchement. Donc elles réclamaient la réduction du temps de travail. En réponse, le Parti socialiste d'Amérique organise la première journée nationale de la femme pour, entre guillemets, soutenir leur lutte et porter les voix et les revendications de ces dites femmes. Ensuite, en 1910, il y a eu la conférence de Copenhague. Là, il y a une femme qui est particulièrement importante, c'est Clara Zetkin. En fait, c'est une figure de proue du Parti socialiste allemand, et elle veut militer pour le droit de vote. Donc, elle réunit 100 femmes de 17 pays, et elle propose que chaque année, dans chaque pays, on organise une journée spéciale pour les femmes, afin de promouvoir le suffrage universel. À l'époque, il n'y a pas de date qui est choisie, on ne dit pas que ça va être le 8 mars, on veut simplement un événement annuel pour faire pression sur les gouvernements et qu'ils donnent enfin le droit de vote aux femmes. Ou en tout cas, qu'ils bougent un petit peu leur gros cul.
Maintenant, on arrive à la deuxième phase, qui se déroule en Russie en 1917. Laissez-moi vous donner un peu plus de contexte. Donc en 1917, on est en plein dans la Première Guerre mondiale et la Russie, elle est KO. Il y a une famine généralisée, les hommes sont au front en train de mourir et les femmes sont à l'usine, elles travaillent d'arrache-pied et c'est elles qui tiennent les foyers. Globalement, c'est pas la folie. Ensuite, le 23 février, d'après le calendrier julien, ou le 8 mars, d'après le calendrier grégorien, les ouvrières de Saint-Pétersbourg, en fait, elles décident de descendre dans la rue en criant, et je cite, du pain et la paix. En gros, les femmes, elles en ont marre de porter la Russie à bout de bras pour des guerres qui sont dirigées par des hommes, marre de voir d'ailleurs les hommes de leur famille mourir, marre de travailler dans des conditions qui sont terribles, sans aucune amélioration. Et le pire, c'est que d'ailleurs, le rôle des femmes pendant la guerre, que ce soit en Russie ou ailleurs, il est souvent oublié alors qu'il est fondamental. Oui, on parle de ces hommes qui vont au front, et c'est très important, mais qui fait tourner les pays? Qui fait tourner ce qui reste de l'économie de chaque pays? Qui aide à la création des armes? Qui soigne les combattants? Qui porte les foyers? Qui fait fonctionner le pays tout en participant à la guerre? Les femmes. Donc, au bout d'un moment, elles disent stop. Et globalement, elles ont raison parce que ce mouvement spontané de femmes, en fait, il va aussi entraîner les ouvriers, puis les soldats, qui vont d'ailleurs refuser de tirer sur la foule. Et 4 jours plus tard, le tsar Nicolas II va abdiquer. Et à ce moment-là, ça va déclencher la révolution russe. En conséquence, le gouvernement provisoire accorde le droit de vote aux femmes russes en 1917, bien avant la France ou les États-Unis, au niveau fédéral en tout cas, et en 1921, avec l'appui de Lénine et d'Alexandra Kollontai, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le 8 mars va devenir officiellement une fête communiste en URSS, puis dans tout le bloc de l'Est après 1945. Et ça, c'est un détail très important. Enfin, on arrive à la troisième phase. Pendant des décennies, le 8 mars reste perçu, comme je vous l'ai dit, comme une fête communiste par l'Occident. Et ça me fait penser à notre société actuelle. Maintenant, tout le monde est globalement d'accord pour fêter le 8 mars. Mais quand une femme se dit féministe, on imagine tout un truc, oh la grande méchante féministe, nanana, nanana, et rapidement arrive le terme de communiste. On considère que féministe égale communiste. Dans le passé, vouloir des droits signifiait être une communiste qu'il fallait abattre, et maintenant, certes, le curseur qu'on accorde aux femmes a bougé, maintenant c'est beaucoup plus ok de dire qu'on est féministe, mais on considère encore que si une femme veut des droits, veut plus de droits, eh bien c'est une communiste à abattre. On entend ça très tôt si on discute 2 minutes avec des gens de droite. Le féminisme, il a été historiquement soutenu par les partis de gauche, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. C'est donc naturel d'être de gauche quand on est féministe et d'être féministe quand on est de gauche. Et on fait rapidement une sorte de raccourci si on écoute des chaînes de droite. À part si elles appartiennent à Nemesis, eh bien c'est des grosses communistes, lol. Bon, je vais arrêter de déblatérer là-dessus et revenir au cœur du sujet. Là, j'étais en train de parler de cette fameuse troisième phase. Dans les années 70, il y a eu une seconde vague de féminisme, parce qu'il y en avait eu une première avant. Bref, c'est le mouvement MLF en France ou Women's Lib aux États-Unis qui va exploser. À ce moment-là, l'ONU déclare que l'année 1975 va être l'année internationale de la femme. L'enjeu, c'est de retrouver une date pour célébrer la femme qui sorte un petit peu du giron communiste et pour en faire un enjeu universel de développement et de droits humains. Ensuite, en 1977, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 32 sur 142. En fait, c'est un texte juridique qui invite les États membres à proclamer un jour de l'année comme Journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. C'est marrant, parce que droits de la femme, paix internationale, dans la même phrase. Quand la femme a des droits, il y a la paix. Voilà, je tiens, moi aussi, à proposer certains raccourcis, mais bon. Et enfin, pour respecter la tradition historique qui était née en Russie et en Europe, on va garder la date du 8 mars comme date clé pour parler des droits des femmes. En France, c'est Yvette Roudy, ministre des droits de la femme sous Mitterrand, qui a officiellement instauré la célébration du 8 mars en 1982. Franchement, en France, on est quand même tardif, parce que en Russie et aux États-Unis, c'était arrivé beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, tout ça, ça se passe encore sous un gouvernement de gauche. Si vous savez toujours pas quoi voter au municipal en mars et au futur présidentiel en 2027, vous avez votre réponse. Seule la gauche nous a historiquement soutenus. Après, vous faites de cette information ce que vous voulez.
Mais il n'y a que les partis de gauche qui ont soutenu les femmes. Ensuite, à vous de voir si vous voulez des droits ou non. Bon, voilà comment on en est arrivé à la date du 8 mars. Une date pendant laquelle on doit se rappeler des droits qu'on a acquis, des batailles qu'on a menées, des inégalités qui persistent et aussi des crimes qui continuent d'être commis et du combat qui nous reste à accomplir. Parce que beaucoup de gens disent encore que maintenant, les hommes et les femmes sont égaux. Je vous demanderai quand même d'arrêter de mentir, hein. On sait que c'est faux. Et d'ailleurs, selon les données de l'ONU Femmes et du Forum économique mondial, aucun pays au monde n'a encore atteint une égalité juridique et réelle totale. Donc poète cacahuète, hein. Espèce de gros macho, va. En France, par exemple, même si l'égalité, elle est inscrite dans la loi, on a encore plein de travail à faire. Il y a encore un écart de rémunération entre les hommes et les femmes d'environ 14% à poste égal en 2025 et 2026. Les violences sexistes et sexuelles, elles restent une urgence nationale. Le rapport de 2026 du Haut Conseil à l'égalité parle d'une résurgence du sexisme hostile, une hausse aussi du masculinisme, notamment chez les jeunes hommes via les réseaux sociaux. Super. Je vous épargne tous les chiffres sur la montée des féminicides et des viols chaque jour en France. Anyways. Et aussi en parlant de nos droits, malgré l'inscription de l'IVG dans la Constitution en 2024, l'accès effectif reste encore un énorme défi. Hein, à tout moment, ils nous enlèvent ça, hein, on ne sait jamais. Hein, regardez ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, j'y viens. Depuis la fin de la protection fédérale de l'IVG, avec l'arrêt Roe v. Wade, le droit à l'avortement il est devenu totalement inaccessible dans plein d'États américains. Les femmes ne peuvent donc pas prendre soin de leur santé, ni disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Et elles aussi continuent de mourir sous les coups des hommes. On parle aussi des droits pour les femmes trans qui sont en réduction totale ou qui sont complètement anéantis. Les États-Unis restent aussi l'un des rares pays développés sans congé maternité rémunéré garanti au niveau fédéral. Super, hein, le pays de tous les rêves finalement. Au Moyen-Orient, dans plusieurs pays, les lois sur le mariage, le divorce et l'héritage restent encore discriminatoires, avec des systèmes de tutelle masculine. En Afghanistan, par exemple, depuis 2021, les filles sont exclues de l'enseignement, que ce soit secondaire, universitaire, elles peuvent même plus parler. Les femmes sont quasi totalement effacées de l'espace public. Quoi, totalement effacées, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé un quasi. En Iran, vous voyez ce qui est en train de se passer actuellement, c'est kata. En Asie, par exemple en Asie de l'Est, Japon, Corée du Sud, les femmes font face à un plafond de verre extrêmement solide et à une pression sociale hyper forte qui les force souvent à choisir entre carrière et famille. Excusez-moi, mais c'est une inégalité. Dans certains pays d'Asie du Sud, les violences sexuelles et les mariages précoces restent d'ailleurs des problématiques structurelles massives. On va marier des enfants, etc., etc. Je vous épargne le cauchemar. On retrouve globalement les mêmes thématiques et les mêmes problématiques en Afrique, en Océanie, etc. D'après un rapport de l'ONU aussi en 2026, au rythme actuel, il faudra encore 286 ans pour combler les lacunes de la protection juridique et supprimer les lois discriminatoires dans le monde. Super. Bon, maintenant, revenons-en à mon propos initial. Je tentais de vous expliquer, en 2 raisons fondamentales, pourquoi le 8 mars n'est pas une simple journée des femmes. Déjà, ma première raison était de vous expliquer qu'en fait, c'est faux de penser que le 8 mars est une journée anodine qui célèbre juste la nature des femmes, parce qu'en réalité, il y a toute une bataille pour nos droits. Mais il y a aussi une deuxième raison. Bien que je sois ouvertement misandre, c'est-à-dire que je porte ouvertement un mépris des hommes, si on commence à affirmer qu'on doit être célébrés, nous les femmes, juste parce qu'on est des femmes, alors on laisse la porte ouverte à une horde d'hommes qui viennent nous demander, avec toute leur rage et tout leur égoïsme, « Et nous alors ? Et nous alors, pourquoi on n'a pas une journée de l'homme ? Et nous ? Ouin, 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 et nous ?» Et ouais, on laisse la porte ouverte à la bêtise et on se voit dans l'obligation de leur répondre. Et ça me fatigue. Si cette journée est réduite à la nature des femmes, on devrait avoir une journée pour célébrer la nature de l'homme, pour être un petit peu égal. Mais quelle est cette nature ? Colérique ? Égoïste ? Médiocre ? Obsédé par la domination des femmes, des animaux, de la planète, je sais pas, je peux continuer. Est-ce qu'on devrait célébrer les hommes quand ces mêmes hommes justifient par leur nature chaque crime qu'ils commettent ?
Oh oui, j'ai frappé ma femme, mais c'est ma nature d'homme. Je suis fort. J'ai le sang chaud. Un viol, oui, mais c'est ma nature d'homme. Les hommes ont un appétit sexuel insatiable, hein. Les hommes ont beaucoup plus envie de coucher que les femmes. C'est comme ça. On est des dominants. Une guerre, oui, mais c'est ma nature d'homme. Je suis protecteur. Et puis moi, je vis pour la bataille et le sentiment de pouvoir. Je suis un chasseur. Je suis un mâle alpha. Comme un lion. Est-ce qu'on devrait célébrer les hommes alors qu'ils sont la première cause de mortalité chez les femmes? Hein? Quand ils sont également les premiers auteurs de viols sur des femmes et des enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Célébrer les hommes reviendrait à leur dire bravo. Bah oui, on les célèbre. Merci. Super, continuez comme ça. Wouhou. Qui veut du champomis? Alors que nous, on veut l'opposé. On veut vivre et si possible, vivre avec un peu moins de trauma. Voilà. On veut un monde plus égalitaire, plus respectueux de chacune et de chacun. Alors, célébrer les hommes en l'état, c'est célébrer le patriarcat, c'est célébrer des agresseurs ou célébrer des hommes passifs qui représentent à mon sens la majorité d'entre eux. Pour moi, la majorité des hommes sont tout simplement des complices passifs, qui n'ont rien commis et en même temps qui ont tout permis et rien empêché. Voilà. Donc permettez-moi de dire objection. Ensuite, si on se dit, bon ok, on va pas célébrer la nature des hommes, alors on va célébrer leurs droits, comme on est censé le faire d'ailleurs le 8 mars pour les femmes. Laissez-moi quand même réfléchir à 2-3 trucs. Quels droits, messieurs, n'avez-vous jamais eu? Voilà. Là, je parle de droits, vraiment, hein, de droits légaux, hein, bien entendu, pas de normes sociales, pas « Oh mais moi j'ai pas trop le droit de faire ça vraiment un droit. Parce qu'on est d'accord, il y a de nombreuses normes qui sont hyper bloquantes pour vous. Et là, je dis pas du tout ça en me moquant, hein, c'est vraiment tout ce truc qui vous oblige à rester fort, qui vous empêche de parler de vos sentiments, d'explorer qui vous êtes sans jugement. Mais ça, c'est pas des droits. Nous aussi, on a ces soucis-là, on nous impose à être hypersensibles, voilà. Bon, donc je vais me répéter, quels droits n'avez-vous pas eu dès la naissance? Quand, messieurs, avez-vous dû vous battre pour acquérir des droits? Quand, messieurs, avez-vous dû mettre vos vies en danger, manifester dans la rue, parce que on ne vous laisse pas le droit d'utiliser votre corps? Parce qu'on vous empêche de faire des choses? Quand est-ce que vous avez dû subir une répression de la part de plus de la moitié de la population pour tenter d'avoir des droits fondamentaux? Quand est-ce qu'il y a eu des débats sur vos droits, les droits de disposer de vos corps, ou d'étudier, de ne pas étudier, de faire des enfants, de ne pas faire des enfants, des débats publics comme ça, même à la télé, etc. Hein? Jamais. Jamais dans l'histoire du monde, les hommes n'ont eu à se battre pour avoir des droits. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer des droits que vous avez toujours eus? Quelle bataille est-ce qu'on est censé célébrer là? Il est où le combat? Quelle réussite on est censé applaudir? Aucune. Aucune. Je me permets de mettre un petit astérix. En disant ça, j'ai pensé aux hommes noirs qui se sont battus pour avoir des droits. Les femmes aussi ont dû se battre aux côtés de ces hommes pour avoir des droits. Mais globalement, voilà, vous savez de quoi je parle. Autre chose, il y a en réalité 2 journées des droits de l'homme. Wouh! Bah oui, vous l'avez pas vu venir parce que là j'étais en train de papoter. Ouais, ça sert à rien d'avoir une journée des droits de l'homme. Ils en ont 2. La première, elle célèbre l'homme avec un grand H. Là, vous allez me dire, non mais meuf, t'es trop conne, homme avec un grand H, ça veut dire homme et femme. Ah bon? Ça veut dire humain. Bah pourquoi on dit pas humain? C'est marrant, hein? Parce que si on dit la journée des droits de la femme, avec un grand F, aucun homme ne se sent inclus, hein. Oui, mais l'homme, c'est la race humaine. Eh ben alors dites la race humaine. Non, parce que ces gens-là sont complètement cons, hein. Non, mais honnêtement, disons-le, ces gens-là sont complètement cons. Répétez-le après moi. Ces gens-là sont complètement cons. Well done. On peut dire ce qu'on voudra, les mots ont un sens. Anyways, cette journée-là, on commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été faite en 1948. Le problème, historiquement, le mot homme avec un grand H excluait de fait les femmes.
La Déclaration des droits de l'homme avec un grand H et du citoyen de 1789 ne concernait que les individus de sexe masculin. Ça vous embouche un coin, hein? Ah bah oui, parce que là, je vous voyais peut-être vous dire « Non mais elle nous fait chier, parce que, en fait, bien sûr que si, homme avec un grand H, tout mon sexe, ça inclut les hommes et les femmes. » Et bah voilà, la preuve que non. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H... Ils ont juste mis une majuscule parce qu'ils avaient envie de mettre des majuscules à chaque mot, hein. Il y avait aussi une majuscule à droit, voilà. Et aussi une majuscule à droit de l'homme et du citoyen, un grand C pour citoyen, voilà. Pardonnez-moi, hein. Donc ça ne concernait que les individus de sexe masculin. C'est donc pour ça qu'une femme nommée Olympe de Gouges, une pionnière du féminisme, a décidé d'écrire, à juste titre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Et là, ça a été super bien reçu par les hommes, qui sont bien entendu tout à fait régulés émotionnellement et qui sont pas du tout esclaves de leur rage comme ça et de leurs émotions. Non, bien entendu, c'est faux parce qu'elle a été immédiatement décapitée. Voilà. Oui, décapitée pour avoir écrit un document proposant que les femmes aient des droits. Et ça, c'était il y a seulement un peu plus de 200 ans. Hein. Pardonnez-moi, mais c'est quand même très récent. Allez. Allez. Et ensuite, on a la journée internationale de l'homme. Cette fois, l'homme avec un petit H. Et cette journée, elle existe officiellement, mais elle est quand même moins médiatisée. Et là, elle ne célèbre pas une conquête de droits, puisque les hommes ont historiquement toujours eu des droits, mais c'est une journée qui se concentre sur notamment la santé des hommes, la santé masculine, le cancer de la prostate, la santé mentale chez les hommes, etc. La promotion de modèles masculins qui sont plus positifs, qui sont contre la masculinité toxique, contre les incels et les méchants masculinistes, et l'amélioration des relations entre les sexes. En soi, why not? Mais bon, je vais me passer le commentaire, hein, voilà. La journée internationale de l'homme. Anyways. Bref, tout ça pour dire que appeler le 8 mars la journée de la femme, bah déjà c'est un piège marketing et vous pouvez vraiment aller voir là-bas si j'y suis. Hein. Joyeuse fête de la femme, allez! Tiens, un bouquet de fleurs pour ta fête de la femme, allez! Ça laisse entendre qu'en fait on célèbre une nature féminine. Ouais, super, vive les fleurs et la douceur et le parfum et les petits proutes en forme de papillon. Bref, du coup faites pas ça. Sinon, je vais me mettre en colère. Voilà, bye bye. J'espère que vous avez appris des trucs. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.